Bonjour, bienvenue à cette séance d'Informagro. Donc, sur le sujet des crédits d'impôt, un incitatif à l'innovation réalisé en collaboration avec Agrinova. Je vous rappelle que les séances Informagro sont rendues possibles grâce à une collaboration avec notre partenaire InformAffaires ainsi que le soutien financier du réseau AgriConseil. Vous pouvez visualiser les activités précédentes en vous rendant sur le site web du Créneau ou encore sur le site d'InformAffaires dans la chronique agriculture agroalimentaire associée aux activités Informagro. Il est également possible de voir les activités à venir, dont la prochaine aura lieu le 14 juin sous le thème de l'agilité d'affaires et la veille stratégique avec l'entreprise phare. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à notre partenaire d'aujourd'hui, qui est Stéphanie Claveau d'Agrinova. Stéphanie, tu peux ouvrir ta caméra. Donc, pour la durée de la présentation, je vous invite à garder vos caméras, vos micros fermés. Si vous souhaitez adresser des questions, vous pouvez le faire dans le chat ou encore à la fin de la présentation, on pourra garder un moment pour répondre à vos questions pour les participants. Puis, sachez que la rencontre d'aujourd'hui est enregistrée. Donc, comme je le mentionnais, c'est possible d'aller la visualiser par la suite à nouveau. Donc, Stéphanie, merci beaucoup d'avoir accepté. Je te cède la parole. Merci, Isabelle. Donc, bonjour tout le monde. Mon nom est Stéphanie Claveau. Je travaille chez Agrinova depuis 2006. J'ai été engagée initialement pour justement être conseillère en crédit d'impôt. Donc, j'ai été conseillère en crédit d'impôt jusqu'à 2013 là, exclusivement. Ensuite, je suis devenue chargée de projet en production animale, mais j'ai quand même toujours gardé le côté crédit d'impôt. Donc, je vais vous expliquer un petit peu tout ça, mais en gros, on va faire des crédits d'impôt pour des clients qui viennent nous rencontrer et qui nous demandent de faire des demandes de crédits d'impôt pour eux, ou on va faire bénéficier aussi les entreprises de crédits d'impôt pour leur participation à des projets d'Agrinova, par exemple. Donc, je vais vous expliquer un petit peu les distinctions. Donc, on se lance tout de suite dans la présentation. Je partage mon écran. Voilà. Donc, les crédits d'impôt, il y en a différents. Donc, c'est vraiment... Oups, excusez-moi, mon téléphone, ça va venir. Ça va venir. Donc, les crédits d'impôt, c'est vraiment un incitatif à l'innovation. Donc, c'est vraiment pour encourager les entreprises privées à participer à l'innovation en général, là, que ce soit dans n'importe quel domaine. Donc, toute entreprise, puis je vais l'expliquer aussi un petit peu plus loin, mais les entreprises incorporées principalement, mais toute entreprise peut, ça fait des activités de R&D, bénéficier de ces crédits d'impôt-là, qui sont des crédits d'impôt gouvernementaux. Donc, rentrons un peu dans le vif du sujet. Donc, l'objectif de la formation, je vais vous expliquer ce que c'est. Je vais vous définir un petit peu les différents crédits. Je vais vous faire une présentation du programme de crédit d'impôt RSCDE en particulier. Là, donc, comme je vous dis, je vais vous parler de différents types de crédits, mais c'est vraiment ici là, le programme de crédit d'impôt RSCDE qui nous intéresse aujourd'hui. Je vais vous parler des exigences du programme, des dépenses qui sont admissibles, des exemples de projets admissibles. Puis, si vous avez des questions, il n'y aura pas de problème, donc je vais pouvoir y répondre avec plaisir. Donc, l'objectif de la formation, c'est vraiment de présenter les différents crédits d'impôt auxquels les entreprises ont accès, de démontrer aussi l'importance d'innover en entreprise, mais aussi d'être conscient qu'on est en train d'innover puis de pouvoir justement bénéficier des incitatifs là, qui sont disponibles, puis outiller les entreprises pour les aider à maximiser les retombées positives de l'innovation. Donc, une chose importante à mentionner, c'est que moi, dans le fond, je fais des demandes de crédit d'impôt pour les entreprises. Mais aussi, quand même, je veux dire, mon accompagnement est vraiment là, au besoin. Donc, c'est vraiment à la carte. Si, par exemple, vous avez simplement besoin que je relise votre demande, que ça prend juste une heure, ça va être ça. Puis, s'il faut que je rédige complètement votre demande, ça va être ça aussi. Donc, c'est vraiment au besoin. Puis, chaque entrepreneur là, peut éventuellement, dans le fond, faire sa propre demande de crédit d'impôt. Puis même l'Agence de revenus du Canada préfère quand c'est l'entreprise elle-même qui fait sa demande. Par contre, je suis consciente, puis je veux dire, je travaille avec des entreprises là, qui me disent hey, moi, la paperasse, c'est hors de question que je me lance là-dedans. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment un accompagnement
aux besoins selon ce que chaque entreprise a besoin. Là. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne dans notre accompagnement. Puis, même si on est une organisation qui travaille en agriculture principalement, j'accompagne des entreprises là, dans tous les domaines pas mal, parce que dans le fond, les connaissances de base, c'est l'entrepreneur qui les a. Donc, il fait simplement m'expliquer, là, dans le fond, c'est quoi les bases de son projet, tout ça. Moi, je fais une vulgarisation là, de ce qui a été fait dans le texte. Puis après ça, je rentre les chiffres et tout ça qu'il faut rentrer puis j'envoie ça au comptable de l'entreprise. Donc, c'est ça. Donc, dans tout, j'ai fait des demandes dans des domaines là, qui ne sont pas du tout liés à l'agriculture parfois. C'est sûr que j'en fais beaucoup plus liés à l'agriculture ou à l'agroalimentaire. Mais c'est ça. Donc, c'est très varié. Là. Puis, comme je vous ai dit, toute entreprise peut faire des demandes de crédit d'impôt. Il y a différents crédits d'impôt qui existent. Il y a des crédits d'impôt qui sont remboursables, donc des crédits d'impôt pour lesquels on va recevoir un chèque au montant du crédit demandé. Il y a des crédits d'impôt reportables. Ça, des crédits d'impôt reportables, il faut que l'entreprise paie de l'impôt pour les recevoir. Donc, si, par exemple, à la fin de votre année financière, vous ne payez pas d'impôt, le crédit d'impôt va être reporté à l'année suivante. Puis, si vous payez de l'impôt l'année suivante, bien là, ils vont vous soustraire le montant en crédit de l'impôt que vous avez à payer. Mais si, par exemple, si on prend une SENC, par exemple, qui ne paie généralement pas d'impôt, parce que c'est vraiment de l'impôt, dans le fond, personnel, souvent, ça va être reporté à l'infini, puis finalement, ils ne pourront pas vraiment bénéficier de leur crédit d'impôt. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est sûr que c'est beaucoup plus intéressant pour les entreprises incorporées. Donc, c'est pour ça que je parle là, du crédit d'impôt des sociétés. Puis c'est vraiment important d'être incorporé pour pouvoir bénéficier premièrement de taux plus intéressants, puis en plus que les crédits soient remboursables et non pas reportables. Il y a différents crédits d'impôt, comme je vous ai dit. Donc, chez Agrinova, par exemple, nous, on est un centre collégial de transfert de technologie. Il y a une 60aine de CCTT partout au Québec. Puis, tous les CCTT, dans le fond, là, qui offrent des services, pour les services offerts, quand une entreprise incorporée va payer un montant, disons que vous donnez 1 000 pour un service qu'Agrinova ou qu'un autre CCTT vous a offert, comme Syntec, le CPA Jonquière aussi va faire partie des CCTT, tout ça. Là, vous avez droit à un crédit d'impôt qui s'appelle Crédit pour services d'adaptation technologique. Donc, ça, c'est sur un montant en argent. C'est vraiment un crédit d'impôt. C'est 32 de la facture. Donc, si vous payez un montant de 1 000 vous allez recevoir 320 en crédit d'impôt, qui sont des crédits d'impôt remboursables pour les entreprises incorporées toujours. Puis, ça, c'est un genre de crédit d'impôt pour avoir utilisé les services d'un CCTT. Bon, ici, ce n'est pas nécessairement ce qui nous intéresse, mais sachez que si vous faites affaire, par exemple, avec Syntec agroalimentaire, par exemple, bien, vous aurez droit à un crédit d'impôt comme celui-là. Tous les CCTT en font partie. Donc, des fois, les centres de recherche vérifient que c'est un CCTT. Puis, normalement, les centres de recherche vont vous le dire, là, c'est assez simple. Il y a aussi des crédits d'impôt pour paiement à un tiers. Donc, ça, c'est des activités de R&D qui sont effectuées par une entreprise, mais pour une université ou pour un centre de recherche. Donc, ils vont accepter, par exemple, moi, si je fais un projet, là, puis je dis j'ai besoin de 15 fermes pour réaliser mon projet, je vais chercher des fermes à travers la région. Bien, ces fermes-là qui vont participer à mon projet vont avoir droit à un crédit d'impôt pour paiement à un tiers. Donc ça, je ne rentrerai pas trop là-dedans non plus. Je veux juste faire la distinction pour que vous sachiez qu'il y a différents crédits d'impôt qui existent. Puis pour les crédits d'impôt pour paiement à un tiers, tout ce qu'on a à faire, c'est de prendre une entente avec la ferme ou avec l'entreprise pour dire oui, effectivement, vous allez donner du temps et du matériel pour participer à un projet, donc vous avez droit à un retour d'impôt. Donc, c'est vraiment c'est super intéressant pour un CCTT comme nous ou pour les universités de travailler avec les entreprises parce que ça représente un incitatif à ce que ces entreprises-là participent à des projets d'innovation. Puis ça les initie à l'innovation souvent. Puis après ça, ils peuvent y prendre goût puis continuer à participer à l'innovation. Puis, il y a les crédits RSCDA. Ça, c'est vraiment une entreprise qui décide de faire un projet de R&D dans son entreprise, puis qui va aller chercher à la fin de son année financière un crédit d'impôt pour ces activités-là, qui vont couvrir, là, on va aller vraiment plus en détail, mais qui vont couvrir une partie des salaires, du matériel investi dans le projet. Donc, on va aller plus loin dans les explications pour ce programme.
Donc, pour le crédit pour service d'adaptation technologique dont je vous ai parlé, ça, c'est le crédit, dans le fond, pour faire affaire avec un CCTT qui va être donné sur un montant en argent. Ça, c'est un formulaire très simple qui est envoyé par le CCTT pour le client qui dit, voici, vous avez un reçu pour avoir payé des services du CCTT. Vous avez à remplir ce formulaire-là, puis l'envoyer au gouvernement. En fait, c'est souvent fait par le comptable. Puis là, ben, l'entreprise va bénéficier d'un crédit d'impôt pour ce montant-là. Donc, c'est tout ce que je vais dire sur ce crédit-là qui ne s'applique pas nécessairement à vous, mais sachez que si vous faites affaire avec un centre collégial de transfert de technologie, vous avez droit à ce crédit. Le crédit pour paiement un tiers, comme je disais, l'important, c'est d'avoir une entente avant le début du projet. Donc, moi, si j'ai un projet dans lequel je veux travailler avec 15 fermes, bien, avant de commencer le projet, je dois prendre une entente dans laquelle je vais estimer un montant réaliste, que je vais dire, par exemple, bon, le producteur me permet d'utiliser ses vaches, je vais mettre un montant de 4 $ par vache par jour pour l'utilisation de la vache, de l'équipement, de la treilleuse, des systèmes d'alimentation, de l'équipement de la ferme. Donc là, je vais mettre un montant par vache, par exemple. Ensuite, je vais mettre aussi, dans le fond, du temps pour le producteur qui va participer. Donc ça, je vous parle beaucoup en production agricole, là, mais il faut vous transposer si vous êtes une entreprise en agroalimentaire. Ça peut aussi être le cas si vous participez à un projet qui est pour une université ou pour un centre de recherche. Donc là, dans le fond, on va signer cette entente-là. Puis la réclamation est vraiment simple dans ce cas-là. Puis moi, je fais toujours affaire avec les comptables des entreprises. Dans le cas des crédits pour paiement un tiers et dans le cas des crédits RSCDE, moi, ce que je fais dans le fond, c'est que je remplis des choses. Là, dans le cas du crédit pour paiement un tiers, je prends l'entente avec les producteurs, je fournis l'entente au comptable. C'est le comptable qui va remplir les formulaires avec le rapport d'impôt qui vont être envoyés au gouvernement. Donc, c'est vraiment simple pour ce crédit-là. Pour le crédit RSCDE, là, on rentre dans quelque chose d'un petit peu plus compliqué, mais c'est ça. Donc, c'est vraiment projet par projet. Chaque entreprise va avoir ses besoins en fonction du niveau qu'elle est capable de compléter. Donc, comme je vous ai dit, là, soyez bien à l'écoute. Il y a des entreprises qui font leur propre demande de crédit d'impôt depuis des années, qui m'appellent, me posent quelques questions de temps en temps. Ça, il n'y a pas de problème, ça me fait plaisir. Donc, le programme de crédit RSCDE, c'est un programme qui est administré par l'Agence de revenus du Canada. Donc, c'est vraiment un programme fédéral. Il existe depuis 1985. Puis, c'est vraiment une source importante de financement là, au Canada, de financement de l'innovation. Les grandes entreprises comme Bombardier et tout ça vont bénéficier de ces crédits-là. Rio Tinto aussi, quand ils ont des départements R&D, ben, ils vont pouvoir bénéficier de ces crédits d'impôt-là annuellement, de façon récurrente. Donc, pourquoi pas une plus petite entreprise ne pourrait pas aussi, puisque moi, j'ai des fermes là, qui font des demandes depuis, je vous ai dit que je travaillais chez Agrinova depuis 2006, j'ai des fermes qui ont fait des demandes à chaque année depuis 2006. Pourquoi? Parce qu'ils font des essais, ils disent, bon, ben, moi, je vais essayer ça cette année, ils font des parcelles de comparaison, ils disent, bon, ben, là, je vais faire ça dans cette parcelle-là, puis je vais comparer un témoin. Donc, à partir du moment où on rentre dans un projet comme ça, on peut bénéficier des crédits d'impôt. Il faut seulement prendre le temps d'écrire le temps qu'on va mettre dans le projet et avoir un petit descriptif là, de ce qu'on essaie, de notre essai. Donc, c'est assez simple. Vous allez voir, là, oui, c'est un programme qui peut être compliqué, il y a beaucoup de paperasse, mais il reste que c'est quand même simple de faire un projet là, qui va pouvoir bénéficier de crédit d'impôt. L'objectif du programme, c'est vraiment d'encourager les entreprises à faire des projets, dans le fond, puis à évaluer elles-mêmes leurs demandes. Comme je vous ai dit, l'Agence de revenus du Canada préfère même quand c'est l'entreprise qui fait sa propre demande. Par contre, ils acceptent qu'un consultant fasse les demandes aussi. C'est juste que, c'est ça, dans le fond, ils veulent s'assurer que c'est l'entreprise qui va bénéficier vraiment des crédits d'impôt. C'est sûr qu'il y a toujours un coût quand on fait affaire avec un consultant, donc ils ne veulent pas qu'une partie du montant qu'ils vont donner à l'entreprise, finalement, soit donné à un consultant. Puis, comme je vous ai dit, moi, c'est tout à fait correct. Là. Dans le fond, quand vous avez besoin de mes services, vous demandez le type de service que vous avez besoin. Si c'est juste une relecture, des choses comme ça, il n'y a pas de problème non plus.
Le programme aussi va être au niveau provincial. Par contre, parce que dans le fond, ce que je vous ai dit, c'est vraiment administré par l'Agence de revenus du Canada, dans ce sens que c'est l'Agence de revenus du Canada qui va décider si le projet est admissible ou pas. Ensuite, si le projet est admissible, bien là, Revenu Québec va payer aussi. Eux autres, ils ne font pas une évaluation là, de l'admissibilité du projet et tout ça. Ils vont dire si l'Agence de revenus du Canada dit que c'est admissible, bien, Revenu Québec va juste bonifier le crédit d'impôt fédéral. Mais le programme existe depuis plus longtemps, depuis 1983. Puis c'est un crédit qui était beaucoup utilisé. Là, vous allez voir, le crédit d'impôt provincial, il a quand même pris une claque là, autour des années, je pense que c'était en 2014. Ils ont vraiment réduit les montants là, qui étaient donnés. Maintenant, c'est principalement un crédit fédéral là, pour les demandes, disons, de moins de 50 000 $. Mais je vais vous expliquer un petit peu plus loin pourquoi. Donc, c'est encore une fois, là, le but, c'est vraiment d'agir comme levier au développement économique puis stimuler l'innovation dans les entreprises. Puis le rôle dans le traitement des demandes, comme je vous dis, c'est juste d'émettre un chèque. Donc, ce n'est pas eux qui vont faire l'évaluation de l'admissibilité du projet. En 2014, donc, comme je vous disais, il y a eu des grosses modifications au niveau provincial. C'est-à-dire qu'ils ont fait un montant d'exclusion. Puis, c'est vraiment pas à l'avantage des PME. Donc, c'est plus à l'avantage des grandes entreprises, si on veut, parce que, dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont exclu un montant de 50 000 $. C'est-à-dire que si, par exemple, votre demande de crédit, vous faites un projet, vous avez investi 10 000 $ dans votre projet de R&D, bien, ce n'est pas un montant suffisant pour obtenir un crédit provincial. Dans ce cas-là, on va avoir juste un crédit fédéral parce que l'exclusion provinciale est de 50 000 $. Vous voyez là, la première tranche, ça augmente même avec l'actif de l'entreprise. Donc, pour une entreprise qui a un actif de 50 millions et moins, l'exclusion va être de 50 000 $. Donc, à partir de là, si votre projet n'atteint pas 50 000 $ en dépenses, bien, vous n'aurez pas droit au crédit provincial, tout simplement. Donc, en gros, les crédits d'impôt, finalement, là, comme je vous disais, moi, quand j'ai commencé là, en 2006, on allait chercher environ 82 % du salaire investi en R&D. C'est que pour un montant de 10 000 $ en salaire investi, on allait chercher 8 200 $. C'était énorme. Ensuite, avant le 4 juin 2014, on allait chercher 79 % du salaire, ce qui était encore très intéressant. Après ça, après le 4 juin 2014, là, c'est le fédéral qui avait fait des modifications qui ont fait que le pourcentage qu'on allait chercher était d'environ 74 %. Puis maintenant, après le 2 décembre 2014, après les modifications au provincial, on va chercher environ 54 % du salaire investi en R&D. Bon, c'est une diminution quand même considérable, vous me direz. Il reste que c'est quand même intéressant de dire, par exemple, ben, je fais un projet de R&D, je prends des notes, je le fais pour vrai mon projet. Là, fait que, tant qu'à ça, je suis aussi bien d'aller chercher mon 54 % de remboursement. Ça reste quand même intéressant. Donc, si vous avez investi environ 10 000 $ en salaire dans un projet, vous allez avoir un crédit d'impôt de 5 400 $. 5 425 $. Donc, quand même pas négligeable. Puis, je n'ai pas parlé de la sous-traitance. La sous-traitance, maintenant, on va chercher environ 28 % là, de la facture en sous-traitance dans le projet. Mais de toute façon, je vais vous expliquer un petit peu plus loin, plus en détail, les dépenses admissibles. Donc, les exigences du programme. La recherche scientifique et le développement expérimental, c'est une investigation ou une recherche systématique d'ordre scientifique ou technologique effectuée par voie d'expérimentation ou d'analyse pour l'avancement de la science ou dans l'intérêt du progrès technologique. Souvent, j'entends « Ah, je suis allé par SRA ». Ça, là, je sais là, que ça fonctionne comme ça, là, les projets de recherche en général, surtout en entreprise, on n'a pas nécessairement une démarche scientifique très, très développée, tout ça, c'est bien correct. Sauf que pour l'Agence de revenus du Canada, c'est inacceptable. Donc, on ne peut pas, puis il y a souvent des vérifications ou en tout cas des visites de l'Agence de revenus du Canada pour venir voir, bon, quel projet vous avez réalisé, comment ça s'est passé, tout ça, parce qu'ils vont donner de l'argent. Donc, ils viennent quand même souvent voir est-ce qu'on donne de l'argent pour un bon projet. Si vous dites les mots essai-erreur, c'est fatal. Il ne faut pas dire ces mots-là. Donc, il faut vraiment démontrer qu'on est allé de façon systématique, c'est-à-dire qu'on a fixé un objectif,
qu'on a mis une hypothèse, c'est-à-dire si je fais telle chose de cette façon, je devrais obtenir tel résultat. Puis pour voir si j'obtiens ce résultat-là, je dois faire tel test. Donc, ça démontre qu'il y a une démarche réfléchie, tout ça, qu'on n'est pas genre, oh, j'essaie ça, ça ne marche pas, j'essaie ça, ça ne marche pas, je vais essayer ça entre les deux, ça devrait marcher. Ça, c'est plutôt de type essai-erreur. Donc, il faut quand même avoir une démarche assez structurée. Ce n'est pas obligé d'être un protocole là, de 20 pages. Des fois, juste écrire un petit protocole sur une page, ça met nos idées en place, ça aide. Après ça, si l'Agence de revenus du Canada vient faire un tour, on leur montre, ben, j'ai fait un petit protocole assez simple, mais déjà, ils voient qu'il y avait une réflexion avant de se lancer dans un projet. Donc, c'est toujours une bonne idée de mettre un petit peu par écrit ce qu'on veut faire. Donc, pour être considéré comme de la R&D, le projet doit répondre à 3 critères principaux. Puis ça, c'est justement les sections qu'on a à compléter dans le cas d'une demande de crédit d'impôt. Donc, souvent, une entreprise va venir me voir, moi, je vais compléter ces sections-là. Mais si vous vous sentez à l'aise pour le faire, vous êtes capable de le faire là, en tant que, si vous avez réalisé le projet, en théorie, vous avez quand même en tête c'est quoi les paramètres et tout ça du projet. Donc, vous êtes souvent capable de le faire, puis c'est pas des textes très longs. Là. Donc, on a 350 mots maximum pour la partie incertitude, 700 mots pour la partie travaux, puis l'avancement, c'est 350 mots. Ce n'est pas des textes à fini, mais ça reste qu'il faut quand même faut utiliser le bon vocabulaire et tout ça. Donc, des fois, comme je vous ai dit, je pourrais juste relire votre demande pour être sûr que ça passe, vous faire des petits commentaires, mais je peux aussi la rédiger au complet. Donc, les trois critères qu'il faut respecter, c'est l'incertitude scientifique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on sache à l'avance ça va être quoi les résultats. Donc, il y a une incertitude par rapport aux résultats que je vais obtenir. C'est quoi les travaux qui ont été faits? Comme je vous ai dit, il faut quand même démontrer qu'il y a une certaine démarche qui a été faite, que ça s'est fait de façon systématique et organisée et non pas j'essaie quelque chose, j'arrête, j'essaie d'autres choses, j'arrête. Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut vraiment montrer qu'il y a quand même un objectif, une hypothèse et un fil conducteur jusqu'au résultat. Puis, finalement, il faut montrer qu'il y a un avancement scientifique ou technologique. C'est pas obligé d'inventer la roue, là, donc on s'entend. Sauf qu'il faut démontrer que l'industrie se trouve à un niveau, donc la pratique courante, puis que nous, avec ce projet-là, on est allé un petit peu plus loin. Donc, on a le fait de ne pas avoir réussi à atteindre des objectifs qu'on voulait, ça reste un résultat. Donc, que l'Agence de revenus du Canada, que vous réussissiez ou pas à atteindre des objectifs que vous étiez fixés, ça ne les dérange pas. Il faut juste parce que je veux dire, le fait de ne pas atteindre nos résultats, ça reste que c'est un résultat. Donc, ça montre, c'est un avancement, donc on n'aura pas à répéter ça parce qu'on sait que ça ne fonctionne pas. Donc, ça fonctionne aussi là, comme résultat, mais c'est ça. Donc, il faut montrer qu'il y a un avancement par rapport à ce qui se fait dans la pratique courante. Donc, là, je vais aller plus en détail dans ces différents critères-là, justement, parce que c'est vraiment autour de ça qu'on va monter la demande. Donc, l'incertitude scientifique technologique, donc, l'atteinte des objectifs ne doit pas pouvoir être prédite avant de commencer le projet. Donc, si je dis, il faut absolument que je réalise ces essais-là pour voir si à la fin, je vais avoir atteint ou pas mes objectifs. Donc, si je ne fais pas ce projet-là, je ne sais pas si je vais atteindre mes objectifs. C'est donc une incertitude, donc ça fonctionne. Le résultat, la méthode à suivre pour s'y rendre sont inconnus. Puis aussi, ça doit provenir, l'incertitude ne doit pas provenir d'un des facteurs suivants, c'est-à-dire le manque d'expérience ou de compétences ou le risque financier ou commercial. Ça, c'est super important. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, là, si on a une ferme laitière qui décide de se partir une fromagerie. Puis là, ils partent de zéro, ils ne savent pas trop où ils en sont, ils ne savent pas trop comment faire du fromage, tout ça, là, ils vont développer leur fromage. Ça, c'est plus du développement d'entreprise, ce n'est pas du développement expérimental. C'est vraiment l'apprentissage, là, ça sert à apprendre et tout ça. Donc, le manque d'expérience ou de compétences, tu ne peux pas faire une demande de crédit d'impôt si tu n'es pas au niveau où tout le monde de l'industrie sont à peu près. Puis là, tu vas un petit peu plus loin. Donc, c'est vraiment, si tu es là, toi, puis que l'industrie est là, ça ne marche pas. Il faut que tu atteignes ça, il faut que tu aies des formations, que tu te formes.
que tu atteignes l'expérience et les compétences moyennes de l'industrie pour, après ça, faire des projets de recherche. Donc, par exemple, comme je parlais de la fromagerie, à partir du moment où vous avez une fromagerie, vous avez toutes sortes de produits, mais là, par exemple, vous voulez augmenter la durée de vie d'un fromage qui moisit trop vite, par exemple. Ah, ben là, si ce fromage est développé, tout ça, vous en vendez déjà, puis là, vous voulez améliorer votre produit pour sa durée de vie, par exemple, là, je dis n'importe quoi, mais ça vous donne une idée, bien là, vous êtes plus dans un développement expérimental, c'est-à-dire augmenter la durée de vie d'un produit qui existe, donc amélioration d'un produit. Le développement de produits, c'est très touché, c'est-à-dire que si on peut développer un produit à partir de choses connues, c'est difficile de mettre ça en R&D. Il faut vraiment démontrer qu'on va un petit peu plus loin que ce qui se fait dans la pratique courante. Donc, c'est ça. Donc, dans le développement de produits, il faut sortir un peu là, de la zone connue, des méthodes qu'on peut trouver directement en fouillant un petit peu sur Internet. Donc, les recettes, par exemple, une recette de tarte, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment qu'on démontre qu'on va travailler sur, par exemple, justement, la durée de vie du produit, de reproduire un produit qu'on a fait avec des ingrédients X. Là, on veut le reproduire en enlevant un des ingrédients comme le gluten, par exemple, parce qu'il pose des problèmes à certains consommateurs, mais c'est difficile d'atteindre les mêmes caractéristiques de produits, puisque là, on enlève un élément important. Bien là, il peut y avoir de la R&D à faire pour atteindre un produit qui va être aussi, qui va avoir exactement les mêmes caractéristiques organoleptiques, par exemple, mais avec un élément de moins là, dans le produit. Donc, ça peut être ça, par exemple. Puis le risque financier-commercial, ça, c'est vraiment important aussi. On ne met jamais comme objectif, par exemple, mon objectif, c'est que ça me coûte moins cher de produire mon produit. Ça, si vous mettez ça, c'est sûr que vous êtes refusé votre projet. Le côté commercial, les pertes monétaires, là, genre, il faut que je vende mon produit moins cher pour X raisons, puis là, ça ne rentre pas. Là. On ne parle jamais du côté financier dans une demande de crédit d'impôt. Même, si on parle de rendement, là, je vous parle en agriculture, là, quand on dit augmenter les rendements, il n'y a pas ça. Pourtant, je veux dire, il reste que si je dis, je vais tester si je peux obtenir le même rendement en réduisant ma dose de fertilisant, des choses comme ça. Pour moi, c'est un projet, oui, qui pourrait être admissible, mais pour l'Agence de revenus du Canada, ça peut les chafouiller de parler de rendement parce que pour eux, c'est un peu associé au côté commercial, économique. Donc, il faut vraiment faire attention à l'utilisation des mots. Je veux dire, l'objectif reste toujours financier ou économique. Là. Pour toute entreprise, il n'y a pas de grande entreprise qui veulent être moins efficaces et faire moins d'argent. Sauf que c'est des objectifs qui sont comme sous-entendus. On ne parle pas de ça. On parle vraiment des objectifs techniques, technologiques et scientifiques dans le rapport. Bon, les travaux scientifiques ou techniques, donc, il faut qu'ils soient exercés, comme je vous disais tantôt, par du personnel qualifié. Donc, le côté, la formation, tout ça, ça ne rentre vraiment pas dans les crédits d'impôt pour recherche et développement. Il y en a d'autres des crédits d'impôt qui vont pouvoir aider à la formation ou à l'accompagnement de stagiaires ou des choses comme ça. Je vais prendre une petite gorgée. Donc, les travaux doivent être exercés par du personnel qualifié. Puis, comme je vous le disais, il faut que ce soit une méthode quand même organisée, que ce soit des expérimentations avec une analyse qui est faite avec une démarche là, qui est méthodique. C'est pas j'essaye quelque chose, ça ne marche pas, j'essaye d'autres choses, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas, c'est vraiment trop comme essai-erreur. Donc, il faut vraiment avoir comme une démarche un petit peu plus poussée, là, un petit peu plus organisée. Donc, elle doit être planifiée, structurée et documentée. Documenter, c'est une autre chose très importante. C'est pas obligé de faire des rapports de 30 pages quand on fait un projet, vraiment pas. Ça peut être juste là, un calepin dans lequel vous prenez des notes des tests que vous avez. Vous mettez la date en haut, vous écrivez les tests que vous avez faits aujourd'hui. On a testé le produit à 30 degrés. Puis là, la semaine d'après, on l'a testé à 40 degrés. Là, je dis n'importe quoi encore, mais bon. Puis on dit c'est quoi, quels sont les paramètres qu'on a testés, tout ça. Ça peut être vraiment, ça pourrait même être des feuilles barbouillées. Écoutez, moi, je travaille en agriculture, j'ai même eu des feuilles avec du fumier dessus des fois. Mais c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est qu'il y ait des traces de votre projet.
Parce que si l'Agence de revenus du Canada vient voir, vient vérifier quel a été votre projet, bien, c'est dérangeant s'il n'y a pas aucun suivi. Vous dites, ah, j'ai fait ça, puis je n'ai pas pris de notes. OK, mais je veux dire, il faut quand même qu'il y ait une analyse des résultats à la fin, même si ce n'est pas une analyse très poussée avec des graphiques et tout ça. Il reste qu'il faut que vous ayez un suivi un peu. Qu'est-ce que j'ai essayé? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Puis, qu'est-ce que je vais essayer de faire pour les prochains tests? Puis c'est ça, il faut démontrer, dans le fond, dans la partie travaux scientifiques, ça, c'est 700 mots là, dans le formulaire. Donc là, il faut démontrer, puis c'est pas obligé d'écrire les 700 mots, là, ça peut être 400 mots si les tests n'ont pas été très longs à décrire, mais il faut démontrer qu'il y a une certaine chronologie, puis que c'est ça, dans le fond, les travaux qui ont été effectués sont en lien avec les dépenses qu'on va réclamer. Finalement, il y a l'avancement scientifique technologique. Comme je vous disais tantôt, le fait de ne pas avoir atteint nos objectifs, ça reste un résultat. Donc, c'est un avancement quand même. Donc, puis l'accroissement, même léger, donc de connaissances, va être considéré comme un avancement scientifique. Donc, c'est ça, il faut faire progresser un peu notre compréhension des différentes relations techniques ou scientifiques dans un domaine précis. Puis, il faut qu'il aille au-delà de la pratique courante. Comme je vous disais, la pratique courante se situe ici, mais il faut aller un petit peu plus loin que ce qui se fait dans l'industrie en général. Puis, comme je disais, la l'admissibilité du projet est aucunement influencée par l'atteinte des objectifs ou pas. Le fait de ne pas atteindre nos objectifs, bien, ça fait juste confirmer qu'il y avait une incertitude finalement. Donc, je ne vous dis pas que l'Agence de revenus du Canada va être content que vous n'ayez pas atteint vos objectifs parce que ça prouve qu'il y avait une incertitude, mais ça confirme pour eux que vous avez pris un risque, dans le fond, en faisant ce projet-là. Il y a différentes catégories de travaux qui vont être admissibles. C'est sûr que dans une entreprise, on ne s'attend pas à avoir de la recherche pure, là, comme on voit dans les universités où là, on va étudier une protéine en particulier pour voir quel effet elle va avoir sur tel métabolisme. On ne s'attend pas à ça. Ce qu'on va voir dans les entreprises, c'est parfois de la recherche appliquée, mais principalement, c'est du développement expérimental. Puis ça, c'est tout à fait correct, là. Vous pouvez vraiment être pas loin de la pratique, si on veut, pas loin de ce qui se fait. Je veux dire, c'est de la recherche en entreprise, donc on peut se douter là, que ça va être très appliqué. Mais le développement expérimental, donc, est admissible là, aux demandes de crédit d'impôt. Puis, quand on regarde ça, c'est un petit peu décourageant, vous allez voir, mais il reste que les étapes qui sont admissibles, ça peut durer quand même, puis ça peut nécessiter beaucoup de travaux. Donc, ici, c'est juste pour montrer qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui ne rentre pas dans une demande de crédit d'impôt. Donc, l'étude de marché, ça ne rentre pas dans une demande de crédit d'impôt. On est vraiment dans le côté financier, économique, là, ça ne rentre pas. Les formations ne rentrent pas non plus. Comme je vous disais, il faut avoir atteint déjà un niveau de connaissances suffisant pour entrer dans un projet de R&D. Les technologies connues, si par exemple, ça m'arrive souvent que des gens m'appellent « Ah, j'ai testé tel produit qui était vendu par telle entreprise. » Là, je dis « OK, mais avez-vous fait quelque chose de différent avec le produit que ce pourquoi il a été vendu? » Non, non, je voulais juste tester si ce que le gars me disait, c'était vrai. Oui, bien ça ne rentre pas parce que je veux dire, l'entreprise qui vous a vendu le produit, en théorie, elle a peut-être déjà fait des demandes de crédit d'impôt, elle a déjà fait son projet de développement expérimental et de recherche appliquée pour s'assurer que le produit qu'elle vend, on peut espérer qu'elle l'a fait, ce n'est pas toujours le cas, je l'en conviens, mais ce n'est pas à vous à faire une demande de crédit d'impôt pour tester un produit qui vous a été vendu par un fournisseur. Si vous voulez faire une demande de crédit d'impôt, il faut que ce soit votre produit que vous avez développé. Donc, ça, c'est super important. Il y a un côté propriété intellectuelle là-dedans, justement, qui est important aussi. Il faut l'entreprise qui va faire la demande de crédit d'impôt, c'est à elle qu'appartiennent les résultats. Puis ça, c'est une distinction importante. Tantôt, je vous parlais de paiement à un tiers, dans lequel, par exemple, Agrinova ou l'université vont demander à des entreprises de participer à leur projet. Bien là, la propriété intellectuelle est à Agrinova ou à l'université. On peut la partager avec les entreprises qui participent, mais dans le cas d'un projet où on fait une demande de crédit RSEDE, c'est l'entreprise qui est propriétaire de ces résultats et qui vient simplement demander à un consultant comme Agrinova, par exemple, de rédiger sa demande pour lui.
Donc, ça, ou, tu sais, je veux dire, il peut y avoir de la sous-traitance, on va le voir plus loin, mais il reste que la propriété intellectuelle est à l'entreprise qui fait la demande de crédit RSLE. Donc, toute la partie expérimentation, avancement technologique, là, on va rentrer justement dans la partie qui est admissible. Donc, faire l'essai de nouvelles variables, mesurer les effets, puis voir après ça là, quel résultat on va obtenir, là, ça rentre. Mais tout ce qui est là, avant, c'est-à-dire études de marché, études technico-économiques, chaîne de distribution, des choses comme ça rentre vraiment plus dans le côté financier, économique, puis ça ne rentre pas en recherche et développement. L'optimisation non plus, c'est important de le mentionner. Quand on dit, bien là, j'ai atteint quelque chose de vraiment intéressant, il me reste juste un petit peaufinage. Bien là, ça ne rentre pas. Puis, tu sais, je vais vous dire quelque chose aussi d'important. Les prototypes, quand on fait un prototype, ça va. Le matériel, le coût du matériel, je vais leur parler plus loin, peut rentrer tout ça, mais il faut vraiment que ça ait l'air d'un prototype. Si votre prototype est tout peinturé, shiny, rouge, avec une marque écrite dessus, ça n'a plus tellement l'air d'un prototype. Donc là, l'Agence de revenus du Canada, si vous viennent visiter, ils vont être plus chatouilleux un petit peu. Ils vont dire, ben là, ça n'a pas l'air d'un prototype, ça a l'air d'un équipement qui est utilisé couramment. On ne paiera pas le matériel ou les équipements qui ont été nécessaires à la conception de ce prototype. Donc, ça, c'est des petites nuances des fois qui peuvent être importantes. Ça, c'est encore une fois un petit peu pour montrer, dans le fond, quelle partie de votre projet va être admissible. Donc, comme je vous disais, la faisabilité financière, ça ne rentre jamais dans la partie des crédits d'impôt admissibles à la RSLE. Recherche scientifique, développement expérimental, là, pour l'acronyme. Donc, quand vous rentrez dans l'élaboration des objectifs, la rédaction du petit protocole que je vous disais, bien là, déjà, vous êtes dans la réflexion, ça peut rentrer dans votre demande de crédit d'impôt. Donc, l'élaboration des objectifs du protocole, par ça, les expérimentations, évidemment, l'analyse des résultats que vous allez avoir obtenus. La mise à l'échelle peut rentrer aussi. Si vous dites, par exemple, je l'ai faite à l'échelle laboratoire, puis là, je veux m'assurer que quand je vais le faire en batch normal, donc industriel, je vais garder mes caractéristiques de produit. Là, la mise à l'échelle ça va être encore possible de le garder dans la portion R&D. Par contre, comme je vous dis, quand on est rendu à la mise au point, au peaufinage, là, ça ne rentre plus. Donc, c'est ça. Puis, tout ce qui est contrat, vente, tout ça, ça ne rentre vraiment pas là, de ce côté-là. Puis, dans le côté, vous voyez, activité de soutien, ça, c'est la sous-traitance. Puis, quand vous voulez qu'un sous-traitant soit admissible, il y a quand même des choses importantes à savoir, c'est-à-dire que l'idéal, c'est vraiment d'avoir le plus possible des ressources à l'interne qui sont payées, qui sont sur le payroll, qui sont capables de réaliser des choses qui vont être admissibles dans le programme. Par contre, si vous allez chercher des sous-traitants, il faut vraiment qu'il y ait une expertise particulière qui permette de faire avancer votre projet. Fait que, tu sais, par exemple, là, je donne souvent des exemples à l'agriculture, je suis désolée, mais c'est ça pareil. Par exemple, si un producteur a un grand projet dans lequel il y a des parcelles et tout ça, puis qui fait épandre son fumier par son voisin en sous-traitance, bien, la partie qui va être faite par son voisin, il ne peut pas le mettre comme sous-traitance en RSCDE parce que c'est des travaux techniques qui pourraient être faits par un employé de l'entreprise. C'est juste que là, bon, il n'y avait pas les équipements ou quoi que ce soit. Il ferait mieux de louer l'épandeur pour mettre le temps nécessaire à faire lui-même le travail que dans ce cas-là, payer son voisin pour le faire. C'est comme des travaux à forfait plutôt que de la sous-traitance admissible à la RSCDE. Donc, il y a quand même une nuance à faire là. Quand on va aller chercher un sous-traitant, il faut qu'il y ait une expertise particulière, comme là, on a mis conception, ingénierie, des trucs comme ça. Là, ça va rentrer. Le traitement des demandes. Donc, l'administration du projet, dans le fond, le délai de la réclamation, chaque entreprise, en fait, a une fin d'année financière. Les entreprises incorporées, là, les fins d'année financières peuvent être à peu près n'importe quand dans l'année. Ça peut être le 31 juillet, le 30 juin, le 31 juillet, ça peut être le 31 décembre, donc le 30 avril, ça peut être n'importe quand. Mais dans le fond,
la fin de l'année financière. À partir de la fin de l'année financière, on a 18 mois pour faire une demande de crédit d'impôt. Donc, par exemple, si mon année financière se terminait le 31 décembre 2021, bien, j'ai jusqu'en juin 2023 pour faire ma demande de crédit d'impôt. Le 30 juin 2023, si ma demande de crédit d'impôt n'est pas partie, c'est fini, donc j'ai perdu mon crédit d'impôt. Donc, ça, c'est super important. Dans le fond, normalement, on essaie de le faire, par exemple, là, dans les 6 mois après la fin de l'année financière pour que ça parte avec le rapport d'impôt de l'entreprise. Mais si, par exemple, l'entreprise m'arrive, ouais, j'avais fait un projet, ou, tu sais, il vient me dire, j'ai fait un projet, puis, tu sais, je voudrais faire une demande de crédit d'impôt. Puis là, on se rend compte que son projet a commencé l'année précédente. Puis là, il est comme trop, tu sais, ça fait plus qu'1 an, là. Fait que là, il faut se dépêcher, là. Puis il nous reste même pas 6 mois pour faire la demande de crédit d'impôt de l'année précédente. Mais ça vaut la peine de le faire parce que s'il y a vraiment des montants qui ont... C'est vraiment des montants qui ont été investis dans la demande de crédit d'impôt, bien, dans le projet, il faut qu'on aille les réclamer. Je veux dire. Comme je vous disais, si vous faites un projet de toute façon, ça vaut vraiment la peine d'aller chercher des crédits d'impôt. Moi, je change mes années, hein, ça commence à dater. Bon, traitement des demandes. Donc, le projet, comme je vous ai dit, à la fin de chaque année financière, on va faire une demande de crédit d'impôt. Mais dans le fond, le projet peut durer plusieurs années, mais on va faire une demande à chaque année financière. Donc, si le projet dure 3 ans, ben, à la fin de la première année, on va faire une demande pour les dépenses qui ont été faites dans l'année financière qui nous intéresse. Donc, si c'est du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, on va faire la demande pour cette portion-là. Puis, pour l'année 2022, ça va être la même chose. Donc, janvier 2022 au 31 décembre 2022, tout ce qui a été fait dans cette portion-là va être fait après le 31 décembre 2022. Donc, on va toujours réclamer en montrant l'évolution du projet à l'intérieur des rapports. Il peut y avoir des examens d'un projet, puis ça se peut qu'il soit coupé. Si, par exemple, l'Agence du revenu du Canada dit « cette dépense-là n'est pas admissible », ils vont enlever la dépense. Ou s'ils disent « le projet n'est pas admissible », bien là, il y a 0 crédits qui vont être obtenus. Puis ça arrive, malheureusement. Mais c'est ça, des fois, puis quand il y a une vérification, il faut vraiment argumenter pour trouver des moyens de démontrer que le projet est admissible. Donc, les dépenses admissibles, c'est le salaire là, qui est vraiment le plus important. Là, je vais aller passer un petit peu plus en détail chacune, mais vous allez voir que c'est vraiment au niveau des salaires qu'on va aller chercher des crédits d'impôt. Donc, quand on a, par exemple, des employés ou que le propriétaire se paye un salaire, c'est vraiment avantageux de faire ce genre de demande-là. Donc, les salaires. Tous les travaux admissibles, par exemple, chaque heure investie dans une activité admissible va permettre d'aller chercher des crédits d'impôt. Donc, l'élaboration des objectifs du protocole, comme je vous ai dit, ça va rentrer. L'exécution des travaux, donc l'entretien d'équipement, l'entretien d'équipement ne rentre pas là-dedans, mais tous les travaux de préparation, des matériaux, tout ça, la réalisation des expériences, des essais, l'analyse aussi des résultats qu'on obtient, la supervision, si par exemple, c'est plus les employés qui travaillent, mais que le propriétaire supervise ce qui se fait dans le projet, ça va rentrer aussi. Puis la création de documents, là, comme je vous ai dit, si vous faites juste rentrer vos affaires dans un calepin ou puis une chose importante, là, tantôt que je n'ai pas dit, prendre des photos, c'est vraiment une bonne idée. Une photo vaut 1000 mots. Ça démontre un peu des fois les activités qui ont été faites. Donc, prenez des photos puis gardez ça dans vos dossiers de projet, c'est toujours une bonne idée. Les données qui sont nécessaires au calcul des crédits d'impôt, c'est vraiment, dans le fond, là, les salaires qui apparaissent sur le T4. Fait que, moi, je vais vraiment utiliser, dans le fond, le salaire horaire d'un employé. Je vais ajouter les vacances. Je vais ajouter, mettons, un 4 ou un 6 pour les vacances, congés fériés, tout ça. Mais c'est vraiment le nombre d'heures qui est consacré. On ne peut pas y aller en pourcentage. Avant, on le faisait beaucoup. Là, comme je vous dis, quand je faisais ça depuis 2006, il y a un moment où il était beaucoup plus lourd. C'est avant 2009, je dirais. Mais depuis, ils sont beaucoup plus sévères. Donc, il faut vraiment avoir un nombre d'heures défini, de dire, ben là, j'ai passé 500 heures au total dans mon projet, à temps de l'heure.
avec un pourcentage de vacances, ça donne tel montant, c'est ça qu'on va aller réclamer en crédit. Les salaires sont admissibles, dans le fond, à 100% de ce qui a été investi là, dans le projet, mais on va aller chercher un taux de 35% au niveau fédéral et 30% au niveau provincial. Il y a un truc important dans les salaires, ça s'appelle le montant de remplacement. Donc, on ajoute, pour chaque dollar investi, on ajoute 55 sous en frais généraux. Là, je dis 55 sous parce que c'est 55%. Si, par exemple, vous avez 10 000 en salaire qui ont été investis dans un projet de R&D, on va rajouter 5 500 $ en frais généraux. C'est quoi ça? C'est juste pour dire, on ne va pas aller réclamer chaque petite facture d'essence, puis d'électricité, puis de papeterie, puis tout ça. On va considérer pour chaque heure investie, puis un montant de 55% ajouté pour considérer toutes ces dépenses-là. Donc, si vous avez 10 000 $ en salaire, on va pouvoir calculer le 35% sur 15 500 $. Ce qui fait que vous allez atteindre, pour un salaire de 10 000, vous allez atteindre 5 425 $ en crédit d'impôt, ce qui est 54%. Ça, c'est quand vous êtes en bas de 50 000 $, là, comme je disais, l'exclusion provinciale. Si votre projet est de 100 000 $, à partir de 50 000 $, on ajoute le crédit provincial qui, lui, est 30% du salaire. Donc, pour un projet de 100 000 $ investi en R&D, vous allez récupérer 64% du salaire au lieu de 54%. Les matériaux. Le matériel est consommé seulement s'il est jeté ou détruit pendant le projet. Il faut qu'il soit détruit à 90% et plus à l'intérieur du projet. Puis une chose un peu, ce que je dis ridicule, une chose un peu spéciale, c'est que si on a une éprouvette, l'éprouvette n'est pas admissible, même si on la jette après le projet, mais le contenu de l'éprouvette va être admissible. Donc, les produits qui sont utilisés, tout ça, vont être admissibles, mais le matériel qui est utilisé, le matériel de laboratoire, tout ça ne sera pas admissible. Les fromages, par exemple, qui y aurait des tests qui seraient faits dessus et qui devraient être jetés à la fin du projet, les matériels nécessaires à la fabrication vont être admissibles. Par contre, s'ils sont vendus à la fin, bien, on ne peut pas mettre le lait qu'on a acheté pour fabriquer le fromage comme un montant admissible. Donc, il faut vraiment que pour aller réclamer un crédit sur le matériel, il faut que le matériel ait perdu sa valeur en cours de projet. Les exemples qui suivent ne sont pas considérés comme des matériaux. Source d'énergie, comme je vous disais, ça va carburant, électricité, ça va plutôt rentrer dans les frais généraux, le montant de remplacement. Les produits d'entretien, disquettes, éprouvettes, tout ça ne rentre pas non plus. Les animaux, tout ça, ça ne rentre pas non plus là, dans les demandes de crédit d'impôt. Si, par exemple, le projet porte sur un additif qui est ajouté dans l'alimentation, l'additif serait admissible, mais je veux dire, ce n'est pas toute l'alimentation qui va être admissible au crédit d'impôt. Tout ce qui aurait été donné normalement aux animaux, tout ce qui aurait été utilisé dans la fabrication d'un produit normal n'est pas admissible. Tout ce qui va rester sur l'équipement, comme je vous disais, parce que un équipement qui va être utilisé en production après, ça veut dire que ce n'est pas consommé, ce n'est pas détruit, donc ce n'est pas un prototype, donc les matériaux ne sont pas admissibles. Pour que ce soit admissible, il faut vraiment qu'il y ait un prototype. Je vais en parler un petit peu plus loin d'ailleurs. Puis, si l'équipement est utilisé dans des activités commerciales, il n'est pas consommé. Puis, il faut être raisonnable. Je vous parlais de parcelles tantôt ou de quantité de produits. Si vous faites ça sur une batch incroyable, il y a quand même une question de risque là, dans une demande de crédit d'impôt. Fait que normalement, ils vont s'attendre à ce qu'on utilise des petites portions. On ne fait pas ça sur des tonnes. On fait ça sur des produits en particulier. On fait quelques produits sur lesquels on va faire des essais, tout ça. Donc, si par exemple, on est en agriculture et qu'on fait ça sur plusieurs hectares, ils vont dire le risque ne va pas être très élevé si vous avez décidé de faire ça à la grandeur du champ. Fait que ça, il y a une portion aussi de raisonnabilité là, qui si on y va trop grand, trop des grosses quantités, ça va lever un drapeau rouge pour l'Agence de revenus du Canada. Des exemples qui peuvent être admissibles, là, je vous ai
dis, j'ai beaucoup d'exemples en agriculture, mais ça vous donne quand même une idée. N'hésitez pas à m'appeler des fois si vous avez des questions là, sur des produits que vous utilisez. Donc, semences, engrais, pesticides, herbicides, le lait transformé en fromage. Donc, comme je vous ai dit, ça pourrait être considéré comme un matériel consommé si le fromage est jeté. Puis les fruits, par exemple, qui seraient perdus dans le développement d'un produit, d'un procédé, ça pourrait être consommé, être considéré comme consommé. Les matériaux sont admissibles seulement au fédéral, puis on va récupérer 35 % de la dépense. La sous-traitance, comme je vous ai dit, il faut que ce soit un contrat de RSCDE qui soit fait entre l'entreprise et un tiers. Donc, il faut que ce soit un contrat avec un sous-traitant qui va vraiment apporter quelque chose à votre entreprise, pas des travaux à forfait. Les travaux de soutien doivent faire partie intégrante du projet, mais il faut qu'il occupe une partie raisonnable des travaux. C'est-à-dire que si votre projet, c'est juste de payer quelqu'un pour développer quelque chose, là, ça, l'Agence du revenu du Canada va trouver ça tannant. Ce n'est pas vous qui faites le projet, c'est un sous-traitant qui le fait en entier. Ça les dérange bien gros. Il faut vraiment qu'il y ait une portion qui soit réalisée par les employés de l'entreprise. Comme je vous ai dit tantôt, ingénierie, conception, recherche opérationnelle, analyse mathématique, essai, collecte de données, tout ça, ça va rentrer dans les travaux de sous-traitance. Les exemples qui suivent peuvent être considérés comme de la sous-traitance, donc les conseils d'un vétérinaire, d'un agronome, d'un consultant, d'un ingénieur. Donc ça peut être considéré comme des travaux admissibles. Puis, c'est ça. Donc, ça doit vraiment être un supplément, par exemple, c'est comme je parle du vétérinaire, le vétérinaire, il va fréquemment dans les fermes. Il faut que les travaux qui vont être réclamés soient vraiment supplémentaires, c'est-à-dire qu'il a fait plus de travaux pour pouvoir répondre à une demande là, liée au projet en particulier. Les travaux exclus, donc mise au point, ça, encore une fois, c'est pas admissible, modification de style, collecte de données régulières, contrôle de qualité, les études de marché, ça ne marche pas. La recherche en sciences sociales ou humaines, ça ne rentre pas non plus. Prospection, exploration, forage, le financement, la commercialisation ne rentre pas. Puis la recherche d'antériorité de brevet ou demande de brevet ne rentre pas dans les demandes de crédit RSCDE. Les frais de préparation d'une demande de crédit d'impôt non plus par un consultant. Donc, si vous venez me demander de faire votre demande de crédit d'impôt, mes frais ne rentreront pas dans la demande de crédit d'impôt parce que c'est vraiment les activités liées au projet et non pas à la réclamation des crédits d'impôt. Donc, ça, c'est important de le mentionner. Ça, c'est les activités qui ne sont pas considérées comme de la sous-traitance. C'est comme je vous disais, payer un voisin pour venir faire quelque chose que nous, on ne peut pas faire parce qu'on n'a pas l'équipement ou quoi que ce soit. C'est vraiment plus considéré comme des travaux à forfait. Donc, ça ne rentre pas comme faire de la soudure aussi. C'est pas, l'entreprise n'est pas en train de faire de la R&D pour vous, là, elle est en train de faire un travail technique qu'elle fait couramment. Donc, ça malheureusement, puis ça a changé aussi. Là, avant, ça rentrait, maintenant, ça ne rentre plus. Donc, c'est ça. Ça n'est pas considéré. Au fédéral, les dépenses de sous-traitance sont admissibles à 80 %, puis elles sont remboursées au taux de 35 %. Donc, c'est pour ça qu'on atteint là, 27 % de remboursement de la sous-traitance. Au niveau provincial, les dépenses de sous-traitance sont admissibles à 50 %, puis elles sont remboursées au taux de 30 %. Donc, le remboursement total, comme je disais, est environ de 28 % là, pour la sous-traitance. Donc, si on a une facture de 10 000, on va avoir 2 800 de retour d'impôt. Le type de projet admissible, c'est assez vaste. C'est sûr que là, je vous parle beaucoup en agriculture, agroalimentaire, mais c'est vraiment l'amélioration d'un équipement qui permet de faire quelque chose qu'elle ne pouvait pas faire avant. Le remplacement d'un équipement, le remplacement d'un équipement existant pour plus d'efficacité, mais il faut vraiment que le remplacement, ce soit vous qui ayez comme développé le nouvel équipement. Là. Donc, soit vous améliorez ou vous concevez un nouvel équipement qui est mieux que ce qu'on trouve sur le marché en général, qui vous permet de faire plus d'opérations, ça peut rentrer. Produits, amélioration des produits, je parlais de durée de vie tantôt, ce genre de choses qui pourraient être considérées. Puis, création de nouveaux produits, ça, c'est assez touché aussi. Comme je vous disais, une recette, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment créer quelque chose de nouveau.
qui n'existe pas ou en tout cas de le faire de façon différente qui augmente l'efficacité. Par exemple, on va rentrer plus dans le procédé. Donc, changer les façons de faire pour être plus efficace sans utiliser des méthodes qui existent déjà. Vraiment développer nos propres procédés. Donc là, c'est le genre de choses qui va pouvoir rentrer. Donc, ça fait le tour pour ma présentation. Je sais, j'ai passé vite là, sur les dépenses admissibles. En fait, là, il y a des dépenses qui étaient admissibles à l'époque, comme la location d'équipement et l'achat d'équipement, ça s'appelle des dépenses en capital. Donc, ça n'est plus admissible. Donc, c'est vraiment, là, comme je vous ai dit, les dépenses admissibles, c'est les salaires, la sous-traitance puis les matériaux. Là. Donc, c'est vraiment ça qui est important de retenir. Gardez vos factures, gardez des notes, puis prenez des photos. Merci beaucoup, Stéphanie. On voit que tu connais vraiment très, très bien ton sujet et que ce sont quand même des technicalités assez précises. Je pense qu'il y a une rigueur qui doit être de mise quand on veut faire des réclamations de crédit d'impôt à la RSPDA et que c'est pas mauvais justement d'aller peut-être solliciter au moins une revision là, de sa demande avec des professionnels qui se connaissent. Pour la première année, oui, c'est ça. Puis souvent, l'Agence de revenus du Canada va venir faire une visite quand c'est une première demande, juste pour former un peu l'entreprise. Ils vont être moins sévères la première année, mais plus les années vont avancer, plus ils vont être plus pointilleux, puis pour s'assurer que l'entreprise respecte bien toutes les règles du programme. Ceci étant dit, bien justement, ce sont des programmes auxquels les entreprises ont accès, donc utilisez-les. Ce sont des leviers qui sont là, auxquels vous avez accès et qui vous permettent justement d'innover de façon plus incitative. Donc, je te remercie beaucoup de ta présentation qui, je crois, pourra éclairer plusieurs personnes, qu'ils soient en agroalimentaire ou pas. Donc, on va s'assurer que l'information se rende. Fait que merci beaucoup. Merci aussi à toutes les personnes qui étaient présentes en direct et ceux qui pourront regarder cette présentation-là en différé. Mais n'hésitez pas à contacter Stéphanie chez Agrinova pour en savoir davantage. Je vous remercie. Puis toujours, encore une fois, vous pouvez aller visualiser toutes les anciennes présentations Informagro sur notre site web et celui d'Informaffaires. Bonne fin de journée à tous.